Et nous vous souhaitons tous la bienvenue à cette nouvelle série de conférences que nous lançons avec l'étroite collaboration du canton de Genève, surtout de l'Office de l'urbanisme, mais aussi du pôle métropolitain de Genevois français, que nous avons intitulé « Dessiner la transition du Grand Genève », et qui est une série de conférences issues de travaux de cette équipe d'architectes urbanistes paysagistes et d'autres disciplines, d'équipes interdisciplinaires, qui ont travaillé sur cette question de la transition écologique du Grand Genève depuis 2 ans et dont les travaux ont été officiellement rendus au pouvoir public septembre dernier. Donc, depuis ce moment-là, nous avons travaillé intensément en interne pour mettre à pied cette série de conférences qui a certainement l'intention d'aller plus loin et plus approfondir sur les questions qui ont concerné les équipes et peut-être aussi, si possible, pointer d'une manière de plus ou moins spécifique à l'hypothèse du projet de la transition écologique. Et donc, je passerai la parole directement tout d'abord pour une allocution introductive à Sylvain Ferretti, directeur général de l'Office d'urbanisme du canton de Genève. Merci beaucoup Panos, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Alors je regrette qu'on ne puisse pas être en présence les uns des autres pour partager ce moment. Et j'aimerais peut-être m'éloigner un peu des aspects techniques pour partager avec vous quelques éléments qui m'ont paru importants en fait à reposer au début de ce cycle de conférences. J'aimerais déjà vous dire que ce cycle de conférences a pu avoir lieu parce qu'il y a eu des rencontres étonnantes. Je me souviens, il y a environ 5 ans, avoir vu débarquer le nouveau directeur de la Fondation Braillard et qui a des idées, qui les partage. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on a des intérêts communs. En fait, on partage ce souci en fait, d'apporter une réponse tangible, une réponse rapide, une réponse radicale à un souci, celui justement de notre planète, en fait, qui n'arrive pas à supporter la consommation de ses propres ressources. Et ça a été un long travail, ça a été un travail de fourmi, ça a été un travail de bénédictin, d'aller voir un certain nombre de partenaires, de créer de l'adhésion. J'aimerais aussi remercier la Fondation Braillard, le conseil de fondation, qui a su aussi être séduit par cette démarche, qui a su aussi accorder sa confiance à Panos et puis au reste en fait des partenaires. Je vois Marion Charpier-Pruvot du pôle du Genevois français. Il y a eu aussi des partenaires professionnels, il y a les services industriels de Genève, il y a eu des sponsors qui ont rejoint cette démarche. Je trouve que cette démarche, c'est une question de rencontre. C'est une question d'une rencontre, d'une envie, d'une conviction. C'est que notre monde est entré de plein pied dans l'ère de l'Anthropocène et elle doit prendre conscience de la non-durabilité de son développement. On doit opérer, et puis c'est un peu bizarre comme mot, mais une transition radicale, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une transition, ça doit se faire doucement, mais à la fois l'urgence climatique nous impose d'avoir des actions qui soient radicales. Et on doit justement se mettre en mouvement pour limiter nos consommations, ou limiter l'impact sur la planète. Et cette conviction, elle est liée aussi à la rencontre d'un territoire. Le territoire du Grand Genève, c'est un territoire depuis des années, depuis que le travail se fait à cette échelle, il y a cette conscience écologique, cette conscience qu'on doit travailler de manière commune, de manière concertée, de manière coordonnée sur tous les aspects du développement urbain, du développement des mobilités, du développement, de la prise en compte de l'environnement, mais aussi les questions sociales. Le premier projet d'agglomération en 2007 avait imaginé un cahier de politique publique qui n'étaient pas les politiques de la Confédération dans le sens de l'aménagement du territoire, mais qui lui paraissaient importants à travailler dans le même temps. Et c'est important, je pense, que nous puissions continuer à développer une vision holistique en fait de l'avenir de notre région. Et donc cette région, ce bassin de vie, environ 1 million d'habitants, cette coalition, on peut dire politique, autour de l'envie, du travail de développement conjoint, forme un creuset parfait pour imaginer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait aborder le 21e siècle en proposant des solutions pratiques. Dans les rencontres, il y a bien sûr aussi la rencontre de la méthode et puis la rencontre des partenaires. La méthode, c'est l'idée d'avoir un mandat d'études parallèle. Alors, mandat d'études parallèle, 7 équipes. Je me souviens des discussions qu'on avait eues à l'époque avec Panos sur le nombre d'équipes qu'on pouvait mobiliser.
Est-ce que 2, 3, 5, 7, 10? Il nous avait semblé que 7, c'était ce qu'on pouvait raisonnablement gérer dans la complexité de l'organisation et puis dans le foisonnement aussi des idées, des visions. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, on a vraiment 7 projets qui sont différents, qui amènent chacun un morceau de pierre à l'édifice en fait de cette conception, de cette construction d'une vision pour le Grand Genève. Et puis les équipes en fait et les partenaires. Donc j'en ai nommé un certain nombre, mais on a les milieux institutionnels qui sont mobilisés, les milieux académiques, professionnels, industriels, des sponsors, et puis bien sûr les équipes. Cette démarche n'aurait pas eu le succès qu'on lui connaît si les équipes n'avaient pas répondu présentes à l'appel qui a eu lieu en 2018. Et on a été même étonnés, honnêtement, de la qualité des réponses, du nombre de réponses. On a même eu des réponses des États-Unis, d'Inde, me semble-t-il. Et donc vraiment quelque chose de foisonnant. Ça a été difficile de choisir les 7 équipes qui ont pu participer. Et aujourd'hui, voilà, c'est avec grand plaisir que 3 de ces équipes vont pouvoir partager avec nous leur vision du développement de Genève ou du Grand Genève en 2050, avec un axe en fait sur justement les ressources, le sol. Et donc, c'est quelques mots d'introduction pour vous dire en fait le chemin qu'on a parcouru entre ces premières discussions autour d'un café et aujourd'hui le plaisir et la joie de pouvoir partager de manière ouverte ces conclusions. Et donc pour l'équipe de l'Office de l'urbanisme, c'est Ariane Widmer, l'urbaniste cantonal, qui représentera le côté, disons, technique de notre participation. Et voilà, sans plus attendre, je nous souhaite à tous une belle conférence, qu'on puisse partager, apprendre les uns des autres, et puis ressortir avec aussi l'idée qu'au-delà des mots, au-delà des idées, au-delà des concepts, on est engagé dans une sorte de course contre la montre pour réussir cette transition écologique, réussir à répondre aux enjeux de l'urgence climatique. On doit en fait mettre notre société sur la trajectoire qui nous permet d'atteindre ces objectifs à l'horizon 2050. On a un point de passage à 2030 qui est déjà extrêmement ambitieux. Pour Genève, on s'est fixé moins 60% des gaz à effet de serre, zéro à l'horizon 2050. Et donc, on est vraiment impatient aussi de voir comment est-ce qu'on peut transformer ces idées, ces concepts en quelque chose de concret, puisque si on veut réussir ce défi, il faut que dès aujourd'hui, on puisse faire bouger la manière dont on a d'aménager le territoire. Voilà, je ne fais pas plus long. Merci encore à toutes et à tous, et puis je me réjouis de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup Sylvain pour ces bonnes paroles. Effectivement, merci d'avoir rappelé l'aventure humaine qui est sans doute la plus importante dans cette affaire. Et puis la confiance mutuelle, la confiance entre les personnes qui était très importante parmi tous les partenaires. Il faut rappeler quand même que ici à Genève, il y a un écosystème de partenaires extrêmement solide, extrêmement efficace et actif et positif. Il y a une confiance qui s'est créée dans ces échanges et qui, s'il n'était pas là, tout ce qu'on a pu faire ensemble ne serait pas possible. Donc, merci encore une fois à tous les partenaires, mais aussi, comme tu dis, au conseil de la Fondation Braillard qui a su soutenir du début à la fin. Il y a là notre présidente Elena Cobratolanza qui est parmi nous ce soir. Et donc, et puis Marion Chapier du pôle du Genevois français, et je m'efforce de dire que la fois suivante, il y aura une allocution de la part du pôle du Genevois pour transmettre aussi les messages du côté français. Alors, pour revenir un peu à notre affaire ce soir, nous avons souhaité démarrer cette série de conférences par les fondamentaux, bien évidemment. Donc, relax, laissez vos cervicales qui sont tendues de toute la journée des visioconférences un peu s'assouplir pour écouter 2 des équipes qui ont travaillé sur le Grand Genève, partager avec vous des idées sur ce qu'est le rôle du sol, des sols, dans la transformation, dans la construction des territoires. Nous avons eu récemment toutes ces informations sur les éboulements, les inondations en Suisse, en France, à Oslo, etc. Donc, nous avons effectivement devant nous un problème qui commence à apparaître de manière extrêmement virulente, extrêmement inquiétante.
d'une part, les eaux montent, d'autre part, les sols descendent. On est pris en tenaille, d'une certaine manière, dans les phénomènes extrêmes du changement climatique. Et effectivement, les villes sont sans doute les éléments, disons, le lieu où ces problèmes vont probablement se rencontrer en causant le plus de problèmes et où probablement les solutions vont surgir. C'est ça exactement qui nous intéresse, c'est comment, à travers une analyse transversale, interdisciplinaire entre l'agriculture, la biodiversité, et le rôle climatique, les rôles fonciers, les rôles sociaux du sol, nous pouvons finalement arriver à construire un système de solutions, un rapport, enfin, disons, des courroies de transmission entre le pratique, entre le social, entre les techniques, entre l'esthétique, pour que finalement les villes puissent construire une nouvelle résilience, à la fois physique, technique et sociale, face au changement climatique et engager bien sûr la transition telle que Sylvain vient de vous la raconter et qu'on la connaît tous. Nous avons donc proposé à Paola Vigano, qui a conduit l'équipe de l'EPFL avec le reste des partenaires sur un sujet qu'elle a appelé du sol et du travail, d'une part, et à Florian Hertweg, professeur à l'Université du Luxembourg, qui, avec l'équipe zurichoise de Milica Topalovic, ont travaillé sur le sol du Grand Genève. De manière différente, donc, complémentaire, que nous avons vu avec attention avec le reste de communauté de pilotage et les conseils scientifiques, et que ce soir va vous être présenté dans un format de à peu près 20-25 minutes, de manière à ce qu'on comprenne à la fois leur analyse et puis certainement l'approche projectuelle qui en découle, et qui va nous permettre de partir à une phase de discussion par la suite, et qu'on espère vive, honnête, et certainement où tous les éléments vont surgir, des questions de votre part, des remarques, des suggestions, sur lesquelles évidemment tout le monde va pouvoir s'impliquer. Voilà, donc je propose à Paola Vigano de prendre la parole. Oui, donc d'abord, merci. Finalement, nous avons beaucoup, je pense, besoin de partager ce que nous avons fait sur le Grand Genève. Et donc, je remercie la Fondation Braillard d'avoir continué ce travail à travers des moments d'échange. Et j'espère que ça puisse continuer. Parce que les questions que nous avons touchées, toutes les équipes sont, je dirais, plutôt lourdes. Donc, d'abord, l'équipe qui a travaillé sur le sol et le travail, c'est donc le Centre de recherche Habitat, qui est un centre de recherche qui met un petit peu la question de l'urbanisation au cœur de la transition. Donc, nous sommes intéressés vraiment à comment la ville, l'urbain, dans toutes ses formes, va traverser cette transition. Et ça, c'est éminemment une question interdisciplinaire. Et c'est pour ça que ce centre de recherche a toute une série de participants qui touchent aux différentes disciplines. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des experts externes, et en particulier Pascal Boivin, qui est pédologue et qui enseigne professeur à Genève. Et par exemple, on a aussi eu des paysagistes comme Isabelle Klaus, et en particulier sur la question du sol, c'est Martina Barcelloni-Corte qui est aussi avec nous ce soir, qui pourra rentrer dans la discussion, et Tommaso Pietropoli qui a coordonné dans la deuxième partie du travail un petit peu l'équipe, le groupe. Donc, ce titre du sol et du travail, c'est un titre déjà qui nous engage beaucoup, mais le sous-titre aussi, c'est très important. Donc, la transition à un nouveau projet biopolitique. Donc, ici, l'hypothèse, c'est que cette transition que nous sommes en train de comprendre et d'élaborer des stratégies pour la traverser, c'est quelque chose qui nous demande de redéfinir la relation de la vie avec l'espace et avec le pouvoir. Et que ce nouveau projet biopolitique traverse vraiment toutes les couches. Si je pense au sol, ça me semble évident. On parlera du sol vivant. Si je pense au travail aussi. Donc, c'est à partir de ces deux grands points d'entrée que nous avons commencé par essayer de comprendre aussi un imaginaire qui est lié à cette idée de transition. Dans le cas de Genève et du Grand Genève, on peut se dire que déjà à la moitié des années 70,
on a eu l'impression qu'on était finalement sur un point de crise. Et il fallait vraiment rentrer dans quelque chose de nouveau. Dans ces images du magnifique film d'Alain Tanner, Jonas, qui aura 25 ans à l'an 2000, on voit bien que le sol et le travail, donc ici on est à la moitié des années 70, le sol et le travail sont vraiment des points cruciaux, une nouvelle relation au sol et au travail sur le sol aussi d'un côté, mais aussi des formes de travail, par exemple les employés transfrontaliers, plutôt que l'intellectuel qui doit chercher des nouvelles façons de faire son métier, ou la crise industrielle de l'industrie, disons, traditionnelle, qui aujourd'hui commence presque à disparaître du Grand Genève. Donc, c'est intéressant de se rappeler que finalement, ces thèmes reviennent de temps en temps et sont vraiment des moments de crise profonde que nous traversons. Après, il faut peut-être aussi se rappeler qu'après les années 70, on a eu les années 80. Donc, on est allé dans la direction opposée probablement à celle qu'on aurait dû prendre. Mais ça, c'est juste pour la pensée. Donc, ce que nous avons fait au début a été de construire un atlas transfrontalier de la transition. Et je pense que tous les matériaux que les équipes ont un petit peu collectés et produits pourraient faire partie de cet atlas transfrontalier de la transition, qui nous permettrait finalement de regarder le Grand Genève dans son entièreté. Nous avons après construit des scénarios de la transition, je vais y revenir, et une série d'explorations de prototypes qu'on a appelés éco-socio-spatiaux, qu'on considère important pour commencer ou pour entamer ce processus de transition. Donc, je voudrais ce soir m'arrêter un petit peu plus sur les scénarios de la transition qui concernent le sol. Et en particulier, ce passage, je pense, fondamental vers un urbanisme du sol vivant. Les 8400 hectares plus, je les explique à la fin. Mais concentrons un instant sur cette idée d'un urbanisme du sol vivant. Donc, déjà, quand on commence à regarder les sols de la ville, les sols qui entourent les villes, qui sont à l'intérieur des villes, comme des sols vivants, tout ça, c'est déjà un changement de paradigme essentiel. Les sols sont vivants parce qu'ils sont des habitats, parce qu'ils sont formés par des organismes qui forment finalement ce sol. Ils sont aussi vivants dans le sens qu'ils sont des espaces de passage qui ont des cycles de nutriments. Ce sont des milieux pour la croissance d'autres vivants, donc ça aussi c'est fondamental. Ils nous aident à réguler l'eau, le climat, le stockage de carbone. Ils sont aussi un support technique pour toutes nos transformations et contiennent aussi un patrimoine physique et culturel. Alors, si on commence avec ça, comme je dis, c'est un changement de paradigme, cet urbanisme du sol vivant, alors l'objet analysé, les sols, change. On a parlé de sol urbain. Les pratiques aussi changent. On parlera de stratégies de conservation et de régénération. Et les outils aussi doivent changer. Et là, il y a une évolution qui est en partie en cours, mais qu'on doit imaginer puisse continuer. Donc, ce sol vivant est ici considéré un agent stratégique pour la transition. Je ne pense pas avoir tout le temps de lister tous les éléments qui nous amènent à cette idée du sol comme agent stratégique, mais vous connaissez les facteurs de dégradation des sols, les types de dégradation des sols et les conséquences de la dégradation des sols, c'est-à-dire la pénurie d'eau, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le changement climatique rapide, la pauvreté et l'insécurité sociale, l'immigration et la réduction des services écosystémiques. Donc, les conséquences de la dégradation du sol sont immenses et je dirais qu'il n'y a pas de transition sans avoir repensé tout ça. Donc, nous avons élaboré des scénarios, comme je disais. Le premier scénario, on l'appelle Soils for Climate. Donc ici, c'est plutôt la question de l'atténuation du changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas arriver à une augmentation excessive des températures et comment donc on peut trouver la façon de stocker les émissions de carbone et quel est le rôle que le sol
peuvent jouer là-dedans. Donc, la question hypothétique est, et si les sols du Grand Genève contribuaient à réduire de manière significative les émissions de CO2 d'ici à 2050. Comme vous voyez dans le petit dessin sur la gauche, les sols ont plusieurs capacités de stockage de carbone suivant leur utilisation, leur qualité, leur type d'agriculture ou de plantation. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces sols ont des capacités, par exemple, de stockage de carbone. Et ce n'est pas que les forêts, parce que comme on voit, les prairies ont la même capacité, par exemple, des forêts. Les vergers, les cultures ont une capacité plutôt élevée, mais qui peut être même augmentée suivant le type d'agriculture. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant en regardant le sol à partir de cette capacité. Ce qui est nécessaire pour imaginer que ce scénario puisse se réaliser, c'est un changement radical. Hein, l'adjectif radical va revenir plusieurs fois dans cette soirée, déjà dans l'introduction de Sylvain Ferretti et de Panos. Donc, les pratiques doivent changer d'une façon radicale. Et il faut imaginer de pouvoir passer à des stratégies de conservation qui concernent les sols agricoles, avec une série de leviers qui sont possibles. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous suggère dans ce cas de peut-être utiliser le rapport que nous avons préparé où tout ça est bien indiqué, mais aussi les leviers d'action en milieu urbain. Et ici, je parle par exemple de déartificialiser les sols imperméables, donc la déminéralisation, de renforcer les différentes trames qui traversent la ville, de mettre en place des structures réservoirs, de recycler des matériaux de chantier pour créer des technosols. Donc, il y a tout aussi la construction de nouveaux sols qui devient aussi un thème extrêmement important. Mettre en place des systèmes de compostage à la source, diversifier les typologies de pelouse, la gestion différenciée. C'est toutes des stratégies qui en partie sont déjà utilisées. Mais la question ici, dans le scénario, c'est mais si on imagine ça élargi à tout le territoire urbain, le territoire, disons, plus agricole et rural, qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Et en particulier, la capacité donc de créer des puits de carbone et donc d'améliorer avec ça aussi la qualité des sols, c'est-à-dire la teneur en matière organique des sols. Le deuxième scénario, c'est lié plutôt à l'adaptation. Donc, on sait qu'en réalité, le changement climatique est déjà là. Et donc, on doit déjà commencer à s'adapter. Et donc, ici, on s'interroge sur et si le 100% des sols du Grand Genève contribuerait à écarter les dangers d'inondation et les températures urbaines et les surchauffes. Donc, dans ce cas, c'est évident qu'on imagine un projet à l'échelle du Grand Genève qui traverse toutes les échelles et qui pense à une transformation de tous ces sols. Alors, pourquoi c'est important aussi de considérer la ville? Non seulement parce que là, il y a beaucoup de gens qui habitent, mais tout simplement parce que si on regarde les quantités, ici, ce sont des calculs que nous avons pu faire avec cette fameuse carte des milieux qui concerne le canton de Genève. Et on peut voir qu'on a le milieu agricole qui est le 35% du territoire, le milieu naturel le 20%, et le milieu urbain, je veux dire les sols urbains qui ne sont pas construits, qui ne sont pas des voiries, sont bien le 27% des surfaces. Ce qui veut dire que c'est une entité qui n'est pas du tout marginale, c'est une entité qu'on considère assez rarement, au moins de façon agrégée, et qui est à la même échelle, je dirais, de, par exemple, le territoire agricole. Donc, c'est pour ça qu'on parle de tout ça, le sol agricole, le sol naturel, le sol urbain, comme un sol rurbain qui a une vraie ressource cachée. Elle a été cachée aux yeux des urbanistes, sûrement, des architectes, un petit peu aussi des paysagistes, mais aussi des pédologues qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas vraiment trop considéré les potentiels de ces sols.
Et quand on se rapproche, on voit qu'effectivement, ce jaune que vous voyez, c'est la partie des sols urbains, tandis que les bleus, les verts, c'est les sols naturels et les sols agricoles. Donc ce n'est pas des sols qui sont construits, mais c'est des sols qui sont artificialisés. C'est des sols qui ont perdu probablement une grande partie de leur qualité, sinon toute leur qualité, et sont des sols qui n'ont plus la multifonctionnalité qui caractérise des sols, je dirais, bien formés, avec un bon teneur de matière organique. C'est des sols qui sont devenus monofonctionnels, mais c'est des sols qui peuvent être repensés, retransformés ou régénérés et même reconstruits pour avoir une multifonctionnalité plus élevée. La question, c'est vraiment de travailler sur la qualité des sols. Le troisième scénario concerne la souveraineté alimentaire, aussi une question fondamentale pour la transition et dans un territoire qui est aussi en croissance démographique. Et si la question qui, je sais, vous les lirez comme assez paradoxale, et si le Grand Genève devenait 100% autosuffisant en termes de production alimentaire. Alors, l'exercice à la limite extrême que nous avons fait, c'est de considérer tous les sols, y compris les sols des jardins privatifs, y compris aussi les sols, disons, artificiels qu'on peut créer sur les bâtiments. Donc, si on imagine vraiment qu'à un certain moment, la production alimentaire devient stratégique, mais au sens de la survie, de la vie, dans ce cas, et on change l'assiette, évidemment, parce qu'avec l'assiette actuelle, on ne sera pas capable d'arriver jusque-là, parce que vous savez bien que la viande, voilà, une consommation, disons, excessive de plusieurs choses. Et donc, dans ce cas, on pourrait imaginer de se rapprocher de cette autonomie. Et ce qui est intéressant, c'est que si on considère tout ça comme le 100% du territoire qui collabore à cette production alimentaire, à l'intérieur de ça, nous avons un 20% qui est lié surtout à ces surfaces de jardins, de ce qu'on appelle normalement le périurbain. Et bien, à l'intérieur de ce périurbain, par exemple, on voit que la partie, ces sols, que normalement, c'est des petits jardins, des petites parcelles non bâties, tout ça prend une partie plutôt importante à l'intérieur de ces sols qui ne sont jamais considérés comme des sols dédiés à la production. Nous pouvons imaginer de là une transformation de l'espace, des paysages, de la façon d'habiter, de la façon de consommer, de la façon de produire, et ce qui peut se transférer, disons, dans des images, de petites samples que nous avons fait pour essayer de dire quel type de paysage pourrait être ce qui va en sortir. Donc, ce scénario qui imagine que les 8400 hectares qui sont aujourd'hui les surfaces d'assolement, c'est-à-dire les surfaces protégées pour la question alimentaire, et qui pensent, comme désormais tous, nous pensons que ceci n'est pas une stratégie suffisante. Ce scénario, donc, on a mis un plus pour dire ceci ne suffit pas, il faut vraiment aller beaucoup au-delà. Donc, une transition profonde qui est nécessaire et qui pourrait faire évoluer des paysages comme ceux que vous voyez ici, en 2019, dans des paysages comme ceci, où on a des paysages de l'infiltration, de paysages de connexion végétale et animale, de paysages de lisière et d'économie circulaire. Donc, des paysages productifs, des paysages qui se régénèrent, des paysages qui sont aussi inclusifs et des paysages qui nous aident aussi à résoudre des questions de risques liés, par exemple, aux inondations ou à l'érosion des sols, etc. Donc, les instruments changent. Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que je ne suis pas un expert de ça. On sait qu'il y a des transformations qui concernent soit les surfaces d'assolement, le plan sectoriel, oui, des surfaces d'assolement de 2020, mais aussi la politique agricole. Donc, tout ça est en train de s'accélérer parce qu'il y a une grosse accélération qui est en cours. Et c'est important, je pense, qu'on soit prêt justement à pousser, mais aussi à profiter de ces changements. Alors, tout ça nous amène à une réflexion plus large sur la transition et en particulier la décarbonation du Grand Genève, cet horizon de la neutralité en 2050, où, comme on voit,
tout ce qui concerne non seulement la diminution des consommations, et donc évidemment aussi l'agriculture participe à la diminution des consommations, mais c'est aussi de considérer le fait qu'on aura plus d'absorption grâce justement à ces stratégies que j'ai passées un petit peu rapidement, et que donc on aura cet équilibre possible entre émissions et qui seront en partie pas compressibles, et absorption qui sera liée justement à ce sol capable de stocker grâce à une meilleure qualité et en particulier une présence de matière organique qui est fondamentale pour que ce processus de stockage soit possible. À l'intérieur, évidemment, il n'y a pas que les émissions, il y a plusieurs autres questions. Je vous montre juste un détail de ces courbes qu'on appelait justement les sols vivants, où on parle d'autonomie alimentaire et de qualité des sols. Donc, toutes les stratégies qui peuvent aider à augmenter la qualité des sols. Donc, ces stratégies sont déposées sur une ligne temporelle parce qu'on parle de chronologie de la transition qui est liée à des actions spécifiques et très, très précises. Dans l'autonomie alimentaire, le renforcement, par exemple, de l'économie sociale et solidaire est aussi un élément crucial pour imaginer que cette autonomie puisse se réaliser, mais aussi des interventions très spécifiques. Ici, je parle plutôt côté français, la transformation de la technopole d'Archamps plutôt dans une agropole. Ça nous semble beaucoup plus pertinent et aussi intéressante et disons, plein de potentiel. Mais aussi, par exemple, mise en œuvre du non-net loss of soil quality, donc comment ne pas perdre la qualité du sol existant et comment l'augmenter, des interventions sur les sols et sur les performances donc, des sols et la révision de la loi sur la CO2 dans le sens qu'on peut imaginer d'avoir des subsides qui sont liés à cette capacité du sol de stocker le sol. Donc, vous voyez une série de politiques et de projets plutôt importants. Je vais rapidement m'avancer pour vous donner une idée un petit peu dans quel sens ce scénario et ces stratégies et ces idées sur le sol composent finalement une vision sur le projet de la transition pour le Grand Genève. Un territoire qu'on regarde comme un sujet et pas comme un objet. Un sujet qui a ses propres formes, morphologie. Un sujet qu'on doit comprendre dans son détail. Cette maquette que je me permets de dire est magnifique, qui est réalisée en mettant en évidence les différentes parties, les différents paysages qu'on peut reconnaître à l'intérieur du Grand Genève. De considérer les économies que chaque territoire, que chaque paysage peut générer et les capitaux qu'il contient. Donc ici, je parle de capitaux au sens large, capitaux environnementaux, ainsi qu'un capital social, un capital, disons, foncier, etc. Nous avons évidemment regardé qu'est-ce que c'est le Grand Genève. Une métropole de village, nous avons dit, où la moitié de la population habite aujourd'hui, non pas dans les villes, disons, plutôt les grandes villes, ou les périphéries, c'est le noir et le gris, mais habite dans ce système de parsemé qui a habité ce territoire depuis longtemps et qui reste finalement une armature fondamentale pour comprendre qu'est-ce que c'est le Grand Genève. Cette armature totalement décentralisée qui reste un point d'intérêt, un point de force de cette métropole, et aussi par rapport aux stratégies qui concernent le sol et le travail. Et pour imaginer un dispositif pour se rapprocher de cette transition, on a imaginé une structure faible pour la transition que je voudrais vous expliquer rapidement. D'abord, un espace d'expérimentation des services écosystémiques. Donc, on parle de la structure hydraulique, du risque d'inondation, des crues, du patrimoine, du paysage, mais aussi culturel et d'architecture qui est présent, des continuités écologiques, de biodiversité, de productivité et de la question de la mobilité, donc des mobilités qui doivent, dans le futur, substituer pratiquement ou presque la mobilité, la façon de se déplacer qu'on a aujourd'hui. Donc, cet espace d'expérimentation qui pourrait être le point de départ de cette
structure faible. Deuxième parcours, régénérer la ville à partir de cette structure faible. Je pense que ça, c'est extrêmement important, de considérer que quand on travaille sur le sol, on travaille en même temps aussi sur la ville. Ce n'est pas du tout un projet que c'est que pour les pédologues ou pour les agronomes, c'est un projet pour la ville. Et ce projet se confronte avec le projet qui reste une vraie leçon de Bodmer-Braillard, qui s'appuyaient, eux, sur les images du début du siècle contenues dans ce petit livre, La campagne génoise d'après nature, où les magnifiques photographies de Boissonnat nous montrent pratiquement ce qu'on voulait garder pour le futur, ce qu'on ne voulait pas voir changer dans le futur. Donc, il y a une approche de conservation et aussi de sélection de certains lieux qu'on aurait voulu amener à travers la grande transformation moderne et pouvoir retrouver finalement aussi après cette transformation. Comme vous voyez dans ces photos, il n'y a pas que le paysage. D'abord, le paysage, ce n'est pas que le paysage, disons, végétal, mais c'est aussi un paysage culturel. Mais il y a aussi les métiers, il y a les personnes, il y a les pratiques. Donc, nous pensons qu'il y a quelque chose qu'on doit retrouver aujourd'hui de cette approche, mais qui n'est pas lié à la protection seulement. Au contraire, c'est plutôt lié à une idée d'expansion de cette approche. Mais on va y revenir sur ça. Donc, arriver à régénérer la ville à partir de son espace ouvert, à partir de ses sols. Troisième point, c'est que cette structure faible a besoin d'être représentée. Et ce n'est pas facile de la représenter parce que par rapport, par exemple, à Bodmer-Braillard, nous ne sommes plus dans cette idée de projet unique, non, une chose qui homogénise tout ce territoire, mais au contraire, on veut valoriser l'hétérogénéité de ce territoire, les différences. Donc, la force de cette structure faible, de sa représentation, je pense qu'elle peut être lue comme l'anticipation de la force et de la puissance iconique de la structure faible qu'on propose comme icône de la ville-paysage du XXIe siècle. Cette structure faible donc, pourrait rassembler à quelque chose comme ceci, qui s'inspire librement de Braillard-Bodmer à l'échelle du Grand Genève, parce qu'on considère qu'il y a de vraies rationalités territoriales dans ce que ces deux urbanistes d'il y a un siècle presque avaient imaginé. Ils avaient lu quand même le territoire comme sujet. Et on peut imaginer, à l'échelle du Grand Genève, d'avoir un système d'espace capable de structurer donc, cette transition. Il s'agit du 38% du bassin du Grand Genève, et ici on a exclu du calcul les massifs du Jura, du Salève et du Chablais. Mais à l'intérieur de ce 38% qui pourrait sembler vraiment beaucoup, on doit considérer que déjà plus que la moitié, c'est des zones forestières boisées qui sont déjà protégées, par exemple. Le 9%, c'est des zones humides et inondables, donc il faudrait quand même laisser, disons, à ça. Il y a un 11% de situations urbaines variées et un 25% d'espaces agricoles et cultivés. Donc, c'est un 38% qui n'est pas, disons, une expropriation totale du territoire, mais c'est en réalité s'appuie sur une série d'éléments qui sont déjà là et qui peuvent être le point de départ. Ceci s'appuie aussi à une structure forte parce qu'évidemment, nous avons aussi les grandes infrastructures, nous avons aussi les grands flux de personnes, de marchandises, et tout ça, c'est fondamental à repenser dans la transition à partir d'une idée de no car scénario, c'est-à-dire un scénario où la voiture perd sa centralité et donc il y a des interventions qui concernent le transport en commun, la réouverture d'une série de lignes de chemins de fer qui sont déjà là, en partie, ou sont légèrement, ont légèrement disparu, et un investissement dans le transport en commun en général. Et donc, ces deux structures faibles et fortes qui sont en relation, même la structure forte change, je dirais, de caractère si on la regarde à partir d'une structure faible, peuvent être un point de départ pour imaginer après toute une série de prototypes, comme je disais déjà avant. Et très rapidement, un prototype dans le pays de Gex, par exemple, à Saint-Génie-Puy, où nous avons un tramway qui pourrait arriver, un chemin de fer qu'on pourrait réouvrir
qui pourrait finalement être la connexion entre Bellegarde d'un côté et Nyon de l'autre côté, donc tout le pays des Gex, qui pourrait être vraiment une sorte d'épine pour tout le pays des Gex en termes de non seulement de développement économique, mais aussi de développement social et des services, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de questions qui concernent un déséquilibre par rapport aux services qui concernent le pays des Gex. Et aussi pour le stock du bâti existant qui peut être réinterprété à l'intérieur donc de cette réflexion. Donc, on a appelé ce projet développement agropolitain 1. On peut imaginer cette réouverture du chemin de fer, des gares qui sont aussi des gares multifonctionnelles, une régénération des tissus bâtis à partir de cette idée d'agropole et une réutilisation et recyclage de tout le bâti existant avec évidemment toute une série d'éléments que je n'ai pas le temps de vous décrire. C'est clair qu'à partir de là, on peut imaginer vraiment une série de prototypes qui nous permettent de réfléchir sur une économie circulaire et aussi sociale et solidaire, sur les sols vivants, sur l'énergie grise qui est présente et la réutilisation et sur la décarbonisation de la ville. Et notre premier prototype, c'est justement cette structure faible pour laquelle on cherche des alliances. Et j'aime bien utiliser ce moment pour lancer cette requête, je dirais. Nous sommes intéressés à la réaliser et on espère trouver quelqu'un qui soit intéressé aussi à réaliser cet espace multifonctionnel qui est très intéressant parce que c'est un espace qui est finalement destinée à disparaître. Ça, c'est un point intéressant de cette structure faible. Elle est vraiment faible, dans le sens qu'elle peut tout simplement disparaître au moment où elle sera plus nécessaire. Elle pourrait être un espace d'expérimentation de la transition, lié tous les différents thèmes de la mobilité à la production, au travail, à la restructuration urbaine et métropolitaine de cette métropole de village. Et finalement, nous confirmer qu'effectivement, la transition, c'est un nouveau projet biopolitique. Je pense que c'est la dernière. Et comme toujours, on conclut avec Jonas, qui nous demande si on est prêt pour ça. Merci. Merci beaucoup, Paola. Merci bien. Et je propose qu'on passe la parole directement à Florian Hedweg. Oui, je partage complètement ce que vient de dire Paola, que c'est vraiment très important pour nous d'échanger sur ce travail qu'on a mené pendant un an avec beaucoup de personnes. Et bien évidemment, ce n'est pas des master plans qu'on a fournis, mais c'est des stratégies, des perspectives qui sont maintenant bien évidemment à concrétiser et développer dans le cadre d'un dialogue entre la politique, l'administration et les citoyens. Et je trouve cette série vraiment intéressante et aussi par rapport au thème, parce que bien évidemment, c'est un thème dans lequel je me retrouve parfaitement, parce qu'après toutes les recherches que j'ai faites et aussi les projets que j'ai poursuivis, je suis toujours revenu sur cette question du sol, pour ne pas dire la question foncière. Donc, je vais raconter une autre histoire que Paola, mais à la fin, on se retrouve. Donc, je commence, alors aussi parce que j'ai vu beaucoup de têtes que je connais, et j'ai encore vu encore plus de têtes que je ne connais pas. J'ai même vu un zèbre, donc c'est pas mal. Donc, on ne sait pas du tout quelle est exactement l'audience, et c'est ça qui est intéressant dans cet événement. Et je fais directement déjà référence à l'excellent article de Michel Tranda-Pitian que j'ai vu aussi parmi l'audience, donc qui a traité qui était très utile pour nous pour aborder la question foncière à Genève. Donc, je voudrais commencer par ce tableau qui montre deux figures vraiment éminentes du Grand Genève. Vous voyez Rousseau et Voltaire, donc deux figures qui représentent les deux dimensions du sol, sa dimension sociale et sa dimension biologique. Vous connaissez peut-être la phrase du Genevois Rousseau dans son discours sur l'inégalité qui dit « Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne ». Donc Rousseau, un philosophe que j'admire personnellement beaucoup, nous rappelle donc que le sol ne devrait pas être propriété privée, mais qu'il devrait être traité comme un bien commun
Sinon, on n'arrive pas à surmonter les inégalités qui règnent dans la société. En revanche, Voltaire, qui s'était installé dans le Genevois français, à Ferney, donc c'est vraiment deux figures du Grand Genève, fait cultiver à côté de son château un potager et un verger, de la vigne, et il y installe même, on l'avait visité, bon malheureusement il est vide maintenant, une carpière. Donc c'est assez fascinant d'aller à cet endroit. Et pour Voltaire, donc, le sol est avant tout une ressource. Donc, c'est de la terre qu'il faut cultiver. Et ces deux dimensions du sol, sa dimension sociale et sa dimension écologique, sont aujourd'hui essentielles pour la transition que j'appelle vraiment, de manière assez conséquente, la transition socio-écologique. D'autant plus que le sol, il n'est actuellement ni considéré comme un bien commun, ni pleinement comme une ressource. Alors, je m'explique. Alors, pour revenir à aujourd'hui, donc ça c'est une carte qu'on a fait par GIS de la propriété, malheureusement, que dans le canton de Genève, qui est majoritairement donc le sol dans des mains privées, donc il est distribué de manière assez inégale et il est souvent objet de spéculation. Donc, la question du logement est avant tout, comme l'ont remarqué les réformateurs du début du siècle, c'est avant tout une question foncière. Alors, nous observons à Genève, qui concentre une très grande majorité d'emplois de ce territoire, une pénurie de logements, suite à laquelle de plus en plus de citoyens s'installent dans le Genevois français pour penduler quotidiennement en ville pour y travailler. Alors, aujourd'hui, 1 sur 3 employés à Genève habitent dans le Genevois français, 100 000 personnes qui traversent grosso modo la frontière tous les jours, ouvrables pour accéder au travail et pour rentrer après le travail à la maison. Donc, ce que vous voyez sur cette carte, c'est bien évidemment une conurbation et l'automobilité à laquelle j'ajouterai aussi les trajets pour faire des courses, parce que ça, c'est énorme, et pour le plaisir. Alors, c'est statistiquement le plus de kilomètres parcourus, est responsable pour plus de 15% des émissions CO2. Les distances, donc, entre les diverses fonctions de la vie, entre l'endroit où on habite et où on travaille, où on se détend, où on s'alimente, sont alors trop grandes. Et c'est bien évidemment à cause, et ça c'est notre hypothèse de départ, ça c'est à cause de la manière dont le sol est aujourd'hui distribué, géré et aménagé. Donc cette dissymétrie territoriale entre Genève d'un côté et ce que le studio Bâle a appelé l'autre Genève, cette dissymétrie pose un autre problème lié au sol qui relève plutôt de la dimension voltairienne, donc du sol comme ressource. Alors en 2017, on a commencé la construction de 2600 logements dans le canton de Genève et la même année, on a démarré la construction de 5700 logements dans le Genevois français, donc plus que le double qu'à Genève. Alors cette dissymétrie est alors en train de se durcir et, comme nous le montrent les statistiques, et nous pouvons observer que ce qu'on construit n'est pas bien évidemment de la même densité de part et d'autre de la frontière. La surface artificialisée, rien qu'au canton de Genève, par habitant, s'élève à 218 mètres carrés par habitant. Donc, dont 119 mètres carrés concernent les bâtiments et 55, grosso modo 55 mètres carrés les infrastructures. Et je reviens tout à l'heure sur le sujet des infrastructures qui sont très gourmandes en termes de consommation de sol. Rien que dans le canton de Genève, 57% des bâtiments sont des maisons unifamiliales et que parmi les bâtiments réalisés entre 2011 et 2017, la part des maisons unifamiliales s'élève même à 62,5%. Donc, on ne construit pas moins de maisons, mais on en construit plus. Et j'ai été, bien évidemment, moi-même élevé dans une maison. J'adore. En tant qu'architecte, j'en ai construit. Mais bien évidemment, le problème, on le sait tous, c'est qu'elle consomme plus de surface de terre.
en moyenne, elle consomme plus d'énergie et surtout qu'elle provoque plus de distance entre les fonctions urbaines que toute autre sorte de bâtiment. Alors, il faudrait juste se rappeler que selon différents scénarios, le canton de Genève, je ne parle pas du Grand Genève, aurait besoin de entre 25 000 et 100 000 logements d'ici 2050. Donc, réaliser bien évidemment autant de maisons unifamiliales serait tout simplement une folie. Et donc, finalement, la dissymétrie territoriale du Grand Genève, elle présente donc non seulement un défi au regard des émissions CO2, mais aussi au regard de la résilience. Des villes comme Genève ou Luxembourg, où j'habite, qu'on appelle des villes relationnelles, dépendent grandement des flux de capitaux, de biens et de personnes, et ne sont donc, par conséquent, absolument pas résilientes. Alors, moi, j'ai vécu, je ne sais pas si tout le monde est familier, parce que c'est quand même censé être aussi des échanges avec le grand public. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de résilience. Moi, je raconte toujours, là, j'ai eu ma mère au téléphone. J'ai grandi dans une maison au bord du Rhin, et en ce moment, il y a les inondations. Donc, on est à 5 cm d'attendre l'eau qui coule dans la maison. Et bien évidemment, on savait qu'il fallait adapter la maison à cet effet des inondations qui arrivent régulièrement. Maintenant, c'est tous les 5 ans à peu près. Et donc, on savait qu'il fallait, par exemple, on ne pouvait pas mettre du plâtre ou autre chose sur les murs au rez-de-chaussée. Donc, en fait, en quoi Genève n'est pas résilient? Les excès pendulaires produisent entre autres de la pollution. Donc ça, c'est plutôt la résilience écologique, la pollution de l'air, de l'ozone, du nitrogène, du dioxyde et les particules fines, bien évidemment, qui dépassent régulièrement d'ailleurs les limites fixées par la loi suisse, mais surtout cette interdépendance des deux Genève avec une frontière au milieu de ce territoire qui peut être fermée à tout moment, comme nous l'avons vécu pendant cette crise, pose des vrais problèmes quant à l'alimentation et quant au fonctionnement de certaines infrastructures sociales. Alors, mais la crise, ce qui est important dans cette crise actuelle, c'est qu'elle nous présente aussi des opportunités, bien évidemment. Elle nous incite finalement à entamer une transformation, et Sylvain l'a bien dit au début, enfin, c'est vraiment cette dialectique entre une transformation et des ruptures vers une ville-paysage, ville-territoire plus équilibrée, plus autonome, autosuffisante, et plus saine, plus résiliente dans son ensemble. C'est ça qui est intéressant, dans l'ensemble du Grand Genève. Alors, avant de nous montrer notre vision pour cette ville-paysage, je fais aussi référence au plan de Braillard, pourquoi il était important, qui a été appelé la ville dans le parc. Pourquoi on s'intéresse à Braillard aujourd'hui? Parce que ce rapport étroit entre la ville dans toute sa diversité et la nature dans toute sa diversité devient essentiel aujourd'hui. Donc la nature, et on l'a bien vu tout à l'heure, donc c'est les forêts, c'est les prairies, c'est l'agriculture, c'est les jardins, c'est les vergers, c'est les parcs, etc., etc. Et bien évidemment, et c'est ça qui est intéressant que je rajoute peut-être au débat, c'est que, ça c'est un extrait de mon livre plus récent, c'est sur la question foncière et c'est toute une bande suisse de l'architecte de la génération de Braillard, Hannes Meyer, Hans Bernoulli, bien évidemment, avec son ouvrage très important sur la ville et le sol, Camille Martin et Maurice Braillard, qui a conçu pour cette exposition ces cartes où il montre ce qui est public, propriété publique, ce qui est propriété privée, qui était bien évidemment toute cette bande d'architectes suisses, qui étaient bien évidemment conscients que pour procéder à ce projet, à ce plan, il faut que le sol soit un bien commun. Alors, ça, c'est vraiment pour débattre. Alors, revenons à aujourd'hui. Notre projet doit aller au-delà de cette dichotomie entre la ville et la périphérie, entre Genève et l'autre Genève. Et nous proposons donc une espèce de ville-paysage dans laquelle règnent 3 principes. D'abord, la justice spatiale, très important, puis un rapport plus étroit entre la ville et la nature,
et finalement une plus grande proximité entre les diverses fonctions urbaines, comme l'habiter, travailler, s'alimenter ou détendre. Je ne compte plus comme Le Corbusier circuler comme une des grandes fonctions de la ville. Je pense que ce qu'il faut offrir aux gens, c'est moins de mobilité. Alors, 2 vecteurs majeurs conduisent ce plan. D'une part, le passage d'une ville monocentrique vers une ville polycentrique et la transformation d'une conurbation en une figure de ville-paysage plus cohérente. Alors pour ce faire, nous avons développé une sorte de matrice assez complexe que je n'ai pas le temps de développer ici, mais je voudrais vous aborder 2 principes de cette charte et vous présenter une hypothèse de projet qui rejoint le projet de Paola et son équipe. Alors d'abord, les deux principes. Donc la cité de proximité, il y a beaucoup de modèles en ce moment qui sont discutés. À Paris, la ville à 15 minutes, etc. Donc c'est cette idée, bien évidemment, qu'on puisse sans prendre la voiture, dans 15 minutes à pied, rejoindre les fonctions essentielles. Et puis là, pendant la crise de Covid, c'était tellement la boutique, le magasin au coin est devenu super important à nouveau. Donc ça c'est bien évidemment, ça c'est essentiel. Et l'autre principe, c'est ce qu'on appelle la cité partagée. Donc là, on est absolument convaincu que le partage dans un sens qui n'est pas, on va dire, inscrit dans une économie libérale, mais plutôt régionale, dans un sens d'une économie régionale, que ça, c'est absolument essentiel. Donc, ça inclut, et ça, c'est une grande tradition suisse, les coopératives dans toutes les économies, y compris, bien évidemment, dans le logement. Et d'ailleurs, cette photo, c'est une des plus belles coopératives qui a lieu qui se trouve à Genève. Donc, cette mutualisation des espaces très, très importante. Donc, par exemple, à Genève, la surface d'habitation moyenne, elle est assez, finalement, par rapport au Luxembourg où j'habite, elle est assez faible, avec 36 mètres carrés. De la réduire encore plus, ce n'est pas une question de pure réduction si on donne une partie à des espaces qui sont partagés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et finalement, venant à cette hypothèse de projet, les potentiels de projet, donc là, c'est bien évidemment, il faut passer à cette régénération des surfaces fossiles. Là, on a un potentiel, un réservoir de surface devant nous qui est absolument gigantesque. Parce qu'on se posait bien évidemment la question, on a besoin de plus d'habitations, on a besoin de plus de champs, on a besoin de plus de forêts, mais le sol, il est limité. Donc, on ne peut pas le démultiplier. Donc, comment faire? Et ça, c'est bien évidemment, on pense que la solution pour aller au-delà de cette contradiction, c'est d'aborder tous ces aménagements de l'ère fossile. Je voudrais vous présenter juste quelques exemples. Donc, ça, c'est un projet d'un étudiant que je trouvais assez bien. Donc, vous voyez ici ces surfaces de parking. Alors, c'est souvent, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près 1%, me semble-t-il, de la surface du Grand Genève. Donc, on pourrait imaginer, donc ici, ce qu'il a fait, cet étudiant. Donc, il a dit, voilà, on peut transformer, on peut prendre la base de ce parking pour construire des logements, mais c'est pas, et une partie, on peut la renaturaliser et la transformer en potager. Et bien évidemment, et c'est ça, comment intégrer maintenant, réarticuler les différentes fonctions. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui sont là. Moi, je suis convaincu que dans les plans d'urbanisme, on doit complètement les réviser. Et surtout, par exemple, il ne faudrait plus construire un complexe de logement sans y intégrer des espaces de travail. Donc, lui, ce qu'il a fait, et je ne suis pas un partisan de la très grande densité, donc je pense qu'on peut très bien procéder à une relativement faible densité dans cette transition.
Ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé tout le rez-de-chaussée en tant qu'espace de travail, plutôt coworking, mais pas que, c'est différentes typologies de travail. Et puis au-dessus, il y a des maisons qui s'élèvent, qui sont construites dessus. Donc il y a cette articulation travail-habité dans ce complexe. Un autre, et là je pense que pour moi c'est la dernière étape. Je pense que d'abord on devrait aborder les centres commerciaux, les shopping malls, les transformer. C'est pas évident d'adapter une shopping mall en autre chose. C'est pour ça qu'il faudrait d'abord définir les fonctions et ensuite chercher les espaces qui sont là et les adapter. Mais je pense que la dernière étape, c'est les autoroutes. Donc, si on considère que le Grand Genève, ce n'est plus... Si on le considère comme une sorte de ville, paysage, alors la mobilité au sein de cette ville ne devrait plus être suburbaine ou rurale. Et donc, la dernière étape, à mon avis, c'est d'aborder les autoroutes urbaines. Donc, vous voyez ici cette A1 qui traverse le territoire et qui passe à 1,5 km du centre de Genève. Donc, notre proposition, c'est d'ailleurs, on pourrait l'utiliser pour passer, ce qu'on fait dans beaucoup d'endroits. Donc, à Barcelone, on aborde ce sujet-là. À Hambourg, on aborde ce sujet aussi. Comment transformer ces énormes routes en boulevards urbains. Ça pourrait être en partie des boulevards urbains, ça pourrait être en partie donc, sur lesquels se trouverait le tram, et ça pourrait être en partie des espèces de parkways où on pourrait retisser alors le paysage, les topologies de biodiversité. Donc, on a travaillé aussi sur, par exemple, cet endroit-là, qui est la station de douane à Bardonnay, et vous voyez cette immense surface artificialisée qui a bien évidemment une logique historique, mais que bien évidemment, il faudrait maintenant aborder ces surfaces-là. Donc, on avait dit, OK, on pourrait par exemple construire une espèce de cité-jardin, la réarticuler bien évidemment aussi avec des maisons qui se trouvent à gauche, aussi en termes de fonctions, d'équipements publics, de commerce, etc. Donc, une grande diversité typologique. Et ainsi construire, il y aura bien évidemment le tram qui passe par là. Et le dernier, j'arrête là-dessus, je trouve ça, c'est toujours des images, enfin, qui nous fascinent, hein, parce que c'était ces collages, je ne sais pas si vous connaissez ces collages de l'époque qui ont montré comment, dans les années 60, 50, 60, ces autoroutes se sont superposées sur les paysages, parfois paysages naturels, parfois des paysages urbains, comment ils les ont fragmentés, comment ils les ont détruits. Et donc, je pense que maintenant, il faut procéder à une régénération de ces surfaces-là, une régénération de ces paysages-là. Donc, ça, c'est ma préférée, certainement. On pourrait aussi construire, donc on avait calculé, on pouvait planter 1450 arbres, des jardins de 12 500 mètres carrés et à peu près construire 1200 à 1500 appartements, plus des commerces, etc. Bien évidemment, là, c'est le tram qui pourrait passer des deux côtés. Il est prévu d'ailleurs qu'il passe par le sud. Voilà. Et donc, c'est ce narratif-là sur lequel je termine, qui explique un peu, donc aller au-delà de la fragmentation du paysage. C'est une relativement faible densité des coopératives, avec des rez-de-chaussée, le sujet des rez-de-chaussée qui est bien évidemment essentiel, et puis une sorte de séquence vers les topologies de biodiversité où il y a toutes sortes, la nature dans sa polyfonctionnalité. Voilà, et j'arrête là-dessus et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Florian. Et donc, je passe la parole à Ariane Widmer qui va lancer la discussion. Ariane. Voilà, merci beaucoup. Et merci à Paola Vigano et à Florian Hertwig pour vos deux présentations. Et ce que je vais essayer de faire peut-être, c'est en un premier temps, avant qu'on ouvre effectivement à la partie, je dirais, publique, peut-être
interroger, vous faire intervenir sur des aspects en fait complémentaires ou justement pas dans vos deux projets. Mais peut-être pour commencer, j'aimerais en fait vraiment vous remercier les deux. Et puis peut-être ce que je dirais, donc aujourd'hui, le thème qui nous intéresse en particulier, c'est effectivement la question du sol. Et c'est à partir de ce biais-là, en fait, que vous abordez le territoire du Grand Genève. Et que, Paula, tu as utilisé le terme de levier stratégique. En fait, le sol, en fait, va vraiment pouvoir nous aider à orienter, je dirais, des développements, si j'ose dire, pour reconnaître, je dirais, l'importance et la valeur de ce sol qui est finalement notre mère terre et qu'on a, je crois, beaucoup oublié. Je ne sais pas si je peux généraliser, mais c'est vrai que le sol, c'était en dessous et en dessous, on faisait à peu près ce qu'on voulait. Et je crois que les travaux que vous avez menés et la consultation du Grand Genève en général, en fait, c'est vrai que nous ouvre finalement des pans des espaces qui étaient, je crois, cachés, comme tu le disais, Paula Vigano, des ressources cachées dont on doit s'occuper. Maintenant, si vous permettez, j'ai envie de revenir sur un sujet que Florian Hartweg, quelque part, sur lequel se base votre réflexion, c'est la question de la mobilité, donc de la proximité, et la question je dirais, de savoir et de cette dissymétrie, je dirais, entre les territoires suisses et français, en fait, qui rend difficile, je dirais, l'installation d'une métropole polycentrique, multipolaire, je dirais, équilibrée, parce que quelque part, je crois, vous deux, vous cherchez aussi de rééquilibrer peut-être des choses qui sont fragmentées par l'effet de la frontière, finalement, je pense, on peut dire. Et d'un côté, Paula, toi, tu proposes quand même encore une réactivation du chemin de fer au pied du Jura. Et puis, il y a d'autres lignes de ce type-là où on pourrait se dire que, est-ce qu'on ne devrait pas les revaloriser? Je pense aussi à la ligne sud, en fait, qui ferait la Léman Sud. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à, disons, l'objectif de limiter quelque part les grands déplacements pour mettre en place, pour appuyer cette proximité, je dirais, voilà. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce réseau-là, en lien, je dirais, avec la métropole, ville-territoire, que je vous imaginais, je pense, les deux un peu, de manière un peu similaire. Alors, je ne sais pas si Paula, par rapport au pied du Jura et le besoin d'un équipement encore de transport important, et puis ensuite, volontiers aussi, Florian Hartweg, sur cette même question. Merci, Ariane, pour ça. Je pense pour peut-être nous permettre de comprendre mieux. Je voudrais d'abord dire que les deux dessins que vous avez vus de représentation du Grand Genève, de Florian et de nous, sont profondément différents. Et je pense qu'il y a une partie de la discussion qui pourrait être liée, par exemple, à ça. Donc, dans notre cas, j'ai parlé de cette structure faible qui tisse les différentes parties, et c'est une structure faible, je dis même, qui est liée à une disparition possible dans le futur. Tandis que, si je lis bien les cartes et les couleurs, Florian, dans votre cas, c'est plutôt une sorte d'agglomération qui sont imaginées dessiner ce grand maillage. Alors, il y a, je pense, une idée différente là, que c'est peut-être intéressant de considérer. Pourquoi nous pensons que c'est plus intéressant de travailler sur un maillage qui est lié plutôt aux espaces ouverts et capable de devenir une nouvelle infrastructure de la transition? Parce que, par exemple, cette logique de conurbation a marqué profondément, de conurbation linéaire, en continuité, contiguïté, a marqué profondément, par exemple, les plans d'agglomération actuels. Et personnellement, je pense que c'est une logique à revoir profondément parce que, par exemple, on voit déjà des moments de contraste et de conflit entre la logique du réseau, par exemple un nouveau tramway, et la qualité du sol qui est traversé par ce réseau. C'est-à-dire que dans ce cas, on justifie un nouveau quartier, une forte densification le long de ces réseaux, même si la qualité de ce sol-là c'est extrêmement élevé.
Et donc, je pense qu'on doit un petit peu sortir de ces grandes figures de conurbation contiguë et à proximité. Je dis ces mots avec attention parce que c'est clair que c'est aussi à l'intérieur de l'approche fédérale. Non, finalement, on construit en continuité de ce qui est déjà là, mais ceci peut aller en contraste avec une lecture fine des qualités environnementales et en particulier des qualités des sols qui se trouvent là. Donc, plutôt la continuité pour nous, c'est lié au non bâti et pas au bâti. Et à l'intérieur de ça, la structure forte qui s'appuie à quelque chose qui est déjà là, parce que ces chemins de fer, ils étaient déjà là. Aujourd'hui, en partie, ils ont été transformés du côté français, en particulier en tant que piste cyclable. Ok, on peut dire que c'est très bien d'avoir une piste cyclable, je suis absolument d'accord. En même temps, je pense que l'effort et l'énergie grise qui est contenue dans un tracé de chemin de fer pourrait peut-être générer quelque chose de différent, c'est-à-dire plutôt un chemin de fer. C'est la même chose du côté de la ligne du Tonkin qui peut être remise en continuité aussi dans le côté suisse et redevenir un élément de structure à l'intérieur de ce paysage. La structure faible, c'est une vraie nouvelle infrastructure. Je pense que le projet de la transition a besoin de nouvelles infrastructures. Et l'infrastructure, c'est un objet fondamental pour une ville. Dans ce cas, c'est une infrastructure qui est liée à la possibilité de développer de nouvelles économies, ainsi que de nouvelles qualités des sols, ainsi que de baisser le risque et de développer une nouvelle biodiversité et de devenir un espace de mobilité, etc. Sa forme n'est pas figée, à différence de ces grandes conurbations qui finalement dessinent déjà tout, et peut s'adapter aux différentes situations. Alors, j'ai vu passer une série de questions. Je m'excuse, Ariane, si je peux m'arrêter ou je voudrais ajouter quelques mots sur certaines des questions que j'ai vues passer par rapport à la crise sanitaire, par exemple. Ben, ça nous semble essentiel, avec la crise sanitaire, d'avoir une infrastructure de ce type qui permet une utilisation de l'espace, qui permet même si on n'est pas à côté du lac, d'avoir des grandes continuités possibles, par exemple, ou une autre question que j'ai vue passer, la question de la croissance démographique, que nous pensons ne doit pas s'imaginer justement dans ces formes, qui doit être plutôt une relecture des occasions qui sont déjà là, parce que le potentiel qui est dans les espaces qui sont déjà urbanisés est énorme. Et nous, tout simplement, on n'a pas vraiment compris, parce qu'on est encore dans une culture d'expansion et de waste, non, dans lesquels on peut se permettre de perdre des choses. Mais si on commence à regarder tout à la lumière d'une sorte de raréfaction des ressources, on comprend bien que l'urbanisation actuelle, elle peut absolument contenir la croissance du Grand Genève. Il s'agit juste de bien comprendre dans quelle direction on veut aller. Est-ce qu'on veut aller dans la direction tout simplement de renforcer ces éléments linéaires liés à des systèmes de transport forts, donc comme des grands doigts qui continuent en tout cas, à reconstituer cette relation entre centre et périphérie, où on veut revoir finalement ce modèle. Ariane, tu as dit une chose qui m'a frappée. Tu dis, finalement, ce déséquilibre, c'est intouchable. Déjà, si on imagine que c'est intouchable, je pense que la transition, on peut peut-être, je ne sais pas, l'imaginer dans un autre contexte, parce que on ne peut pas dire qu'il y a des choses intouchables. Je pense que le plan d'agglomération doit être repensé dans le futur proche. Ça, c'est un thème essentiel, à mon avis. Bon, le plan à part ça, je pense, je ne disais pas intouchable, je disais que c'est une réalité institutionnelle. Oui, C'est pas tout à fait la même chose, et c'est sûr que vos efforts et nos efforts et les efforts des projets d'agglomération ont toujours été dans le sens de tisser des réseaux, notamment par-dessus la frontière ou les frontières, si j'ose dire. Donc, c'est ça, c'est une réalité avec laquelle on doit composer, mais qui a créé et qui, je crois, continue à créer des déséquilibres. Et je crois que c'est de ça, Florian Hertwig, que vous parliez. Oui, non, en fait, c'est très intéressant ce qu'on observe en ce moment. On observe une accélération de la digitalisation et qui va avoir un impact surtout sur la ville, sur le suburbain et sur le rural.
Donc, on voit Amazon, par exemple, qui fait des chiffres d'affaires de record. Donc, il va tuer les centres-villes et qui va, ça c'était mon hypothèse de mon diplôme d'il y a plus de 25 ans, qui va tuer aussi les shopping malls. On voit le tertiaire, et à mon avis, c'est une autre hypothèse de base, qu'il y a des surfaces de carrés de tertiaire, de bureaux qui ont été construits et qui ont renforcé la pénurie de logements dans les villes, qui vont probablement se libérer dans les villes. Et on rencontre, on observe de plus en plus de gens qui sont en ce moment forcés de travailler à la maison. On sait que le home office, ce n'est pas la solution, mais que le coworking space pourrait être une solution. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train de se passer. Et la question, c'est comment nous, on adapte donc la configuration, on va dire, territoriale à tout ça. Et nous, ce qu'on a dit, c'est que pour la justice spatiale, pour nous, c'est la base d'un projet, bien évidemment. Et ça nécessite d'une part la décentralisation de beaucoup d'institutions et de beaucoup de compagnies, d'entreprises, etc., dans cette périphérie. Ça, c'est pour nous, c'est important. Et on partait aussi de l'hypothèse, avant la crise Covid, qu'on pouvait travailler dans des espaces de coworking pas très loin des logements, qu'on pourrait par exemple transformer les garages dans des bureaux, etc., etc. Donc, on sait par exemple si la moitié des transfrontaliers qui travaillent, quand ils travaillent 3 jours à la maison, ils réduisent leur empreinte carbone de 1,2 tonnes par an. Donc, c'est énorme. Donc, je pense que les économies sont en train de changer et ce qu'on veut, c'est de décentraliser un certain nombre de fonctions et de les réarticuler dans ce qu'on appelle aujourd'hui le local turn, donc dans des configurations beaucoup plus locales. Donc ça, c'est finalement la base. Et tu as raison, Paola, finalement, c'est très différent, mais ce qui est rose dans notre projet, ce n'est pas continu. Ce n'est pas une agglomération continue, bien évidemment. Mais je pense que même si on s'intéresse beaucoup aux économies post-croissance, je pense que la croissance démographique, elle ne va pas s'arrêter dans des villes comme Genève ou Luxembourg. Je pense que Genève va continuer à rencontrer une croissance et la question, c'est où est-ce qu'on va l'absorber, cette croissance, et comment on va adapter nos territoires. Et pour finalement répondre à la question, oui, par exemple, le système de tram, il s'arrête aux frontières. Et alors que Saint-Julien, par exemple, quand on était avec les étudiants à Saint-Julien, on a pris le vélo, on est à combien? 7 km du centre-ville. Donc, ce ne sont pas des distances. En fait, on n'a pas besoin d'une voiture pour aller en centre-ville pour y travailler. Donc, en fait, bien évidemment, quand on le considère comme une ville-paysage, au sein de cette ville-paysage, on n'a plus des infrastructures lourdes comme une autoroute. C'est fini pour moi. En 2050, on n'aura plus d'autoroute dans ce paysage. Mais du rail, par contre, c'est ça? Mais du rail, bien évidemment. En fait, c'était quand même aussi ça ma question, c'est-à-dire quel rôle on veut encore donner, je dirais, aux infrastructures de transport, enfin lourd, mais au sens transport public, si vous voulez. Mais ça reste important. On ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mobilité du tout. Mais cette mobilité, en fait, je pense que la base de notre projet, c'est ce qu'on appelle la suffisance. C'est-à-dire moins d'énergie. La meilleure énergie qui est consommée, c'est celle qui n'est pas consommée. Donc, si on consomme moins d'énergie, si on se déplace moins, donc c'est le mieux, c'est beaucoup mieux. Donc, développons un urbanisme qui répond à cette suffisance. C'est ça la base de notre projet. Je me permets je ne sais pas, Ariane, si on peut demander aussi au public un peu on a vu quelques questions intéressantes. Julie Martin qui a posé la question des capacités d'anticipation, structures faibles, fortes, existantes. Quels sont les freins? Oui, bonsoir. Ce que je trouve qui donne un espoir, ce que je marquais, c'est qu'on voit quand même que sur ce Grand Genève, vous nous présentez en tous les cas 2 stratégies qui sont capables d'anticipation, c'est-à-dire effectivement en tous les cas d'engager un changement.
Et par contre, je me posais la question, effectivement, quels sont pour vous, parce que spatialement, on voit que vous trouvez, en fait, vous donnez quand même des vraies hypothèses formelles. Quels sont pour vous, du coup, les freins pour le mettre en œuvre? Et je me posais la question si c'était effectivement des outils, des instruments de projet, une question culturelle, de la gouvernance ou de la finance. C'est un peu large, mais c'était aussi parce que c'est frustrant, on va dire, de voir des outils qui semblent pouvoir être efficaces et en tous les cas, tous les possibles qui montrent. Voilà. Ben, ce type de projet n'est pas porté par un homme, par une femme. Non, c'est un projet collectif. Donc, le travail que nous faisons pourrait contribuer éventuellement à la construction d'un projet collectif. C'est pour ça qu'on le propose comme quelque chose sur lequel un débat peut se lancer, qui peut regarder sa faisabilité matérielle, concrète, ou la question, d'une certaine façon, je pense que là aussi, c'est quelque chose qui nous éloigne un petit peu de Braillard et Bodmer, c'est-à-dire la propriété publique de tous ces sols ne me semble pas quelque chose de nécessaire. Je pense que c'est plutôt une conviction de participer avec éventuellement une portion de sa propre propriété à ce projet de la transition, parce que on n'a pas besoin d'avoir cette propriété toute publique du sol. On peut imaginer que les différentes surfaces puissent être traversées par ces différentes stratégies. On peut imaginer que les agriculteurs, comme déjà en partie sont en train de faire, seraient d'accord de modifier leur façon de cultiver la terre. On peut imaginer qu'on introduit des pratiques dans la construction matérielle de la ville, c'est-à-dire avec un dialogue avec tous les services techniques. Je suis en train de faire une série d'expériences extrêmement intéressantes. La ville elle-même devient le laboratoire, le lieu dans lequel cette expérimentation se réalise, où on commence à mettre ensemble tous les différents secteurs, disciplines, et finalement utiliser chaque occasion. Chaque jour, nous changeons les infrastructures de la ville. Donc, se dire que c'est le moment dans lequel on peut déjà commencer à changer. Et après, pour donner une échelle plus importante, parce que, comme Panos le dit toujours, non, on doit quand même le faire rapidement. Alors là, c'est un petit peu l'effet boule de neige que j'imagine. C'est-à-dire, on commence, on fait quelques prototypes, on peut le discuter, on peut l'observer, on voit s'il y a des questions qui ressortent, en sachant qu'en bonne partie, on parle des stratégies qu'on connaît aussi. Ce que nous sommes intéressés, c'est à l'hypothèse de vraiment d'étendre ces stratégies et de voir l'effet fondamental que ça peut générer dans le territoire. Donc, en tant que, je dirais, concepteur, chercheur et intellectuel, on pense que ce sont des questions à discuter, des choses qui nécessitent de trouver un petit peu de terrain d'écoute. Et à partir de là, c'est un projet qui peut partir dans différentes directions. Donc, moi, je suis assez positive. Je pense qu'on peut le faire. On peut le faire et on pourrait, à mon avis, si je pense à cette structure faible, c'est quelque chose qu'on fait dans les 10 ans, d'ici à 2030. Ça doit être fait. Parce que c'est une sorte d'anticipation. Comme je disais, par rapport à la position de Braillard et Bodmer, qui voyaient plutôt cet espace comme un espace qui protégeait quelques endroits qui ne pouvaient pas être donnés, disons, à la transformation radicale de la ville moderne. Ici, on propose plutôt quelque chose qui est un point de départ et qu'après, à la fin, peut-être, on ne voit plus. Il y a plusieurs types de structures qu'à la fin, on ne les voit plus parce qu'ils ont fait leur travail, ils ont disparu. Donc, la structure faible, c'est aussi ça. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, bien évidemment, je ne suis pas pour une expropriation de l'ensemble. Non, mais je pense que c'est très important de le dire, mais en fait, de dire que le sol, ce n'est pas comme une marchandise, comme n'importe quelle marchandise. Absolument, mais de l'aborder de cette manière. Et je pense que Michel Trandapitian, elle a très bien décrit dans son article que les politiques de comment aborder les sols, le foncier, entre autres, sont très différents
entre le canton de Genève, entre le Genevois français, entre le canton de Vaud. Et qu'il faudrait, et ça c'est comment je le conclus, procéder à une politique à l'échelle de ce territoire transfrontalier d'aborder de manière cohérente le sol. Et je pense que ça répond un peu à cette question parce que c'était pas l'exercice. L'exercice d'une prospective, c'est qu'on développe une vision et à partir de ça, on déduit des instruments possibles, des approches qui concernent la gouvernance, qui concernent la politique, etc. Si on l'aborde d'une autre manière, on ne change rien du tout. Mais là, je pense que toutes les équipes montrent un certain narratif. À partir de maintenant, les citoyens, la politique doit maintenant conclure un certain nombre d'instruments et de stratégies. Je pense que c'est très important parce que sinon, on ne change absolument rien. Mais dans cette politique, comment aborder le foncier, il y a beaucoup de nuances, bien évidemment, entre comment il est abordé aujourd'hui en tant que vraiment élément privé de spéculation, etc., et le sol. Je ne suis pas du tout un partisan de passer le monopole de la main privée dans le monopole de la... Non. Pas du tout. Non, mais je parlais vraiment du projet de Brian Bodmer qui imaginait au contraire vraiment ça comme des surfaces publiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que ceci pourrait être un projet commun, mais qui n'a pas besoin d'avoir toujours la propriété de... Tout à fait. Mais ça reste le fait qu'il doit être un projet commun, sinon il n'a pas de sens. Oui. OK, autre question que vous voudriez poser, ou remarque, ou critique? Oui, Marcelin, oui. Je vais essayer, j'étais en train d'écrire un message, mais ça va plus vite peut-être comme question. Bon, en tout cas, bravo sur ces deux projets exemplaires qui non seulement nous font rêver, mais disons, mettent vraiment bien cette perspective d'un avenir plus désirable que ce au quoi aujourd'hui on a affaire. Disons, par rapport à ces deux démarches, je suis assez impressionné aussi de la connaissance qui est produite par effectivement plusieurs acteurs de chacune des équipes, notamment sur les aspects économiques, sociaux, et aussi sur des éléments de repère historiques dans les différentes pratiques. Mais pour moi, le problème que je vois, c'est toutes ces anticipations qui sont liées à vos hypothèses, ces transformations qu'elles impliquent. Dans le fond, elles vont rencontrer des facteurs limitants qui pointent cette fameuse ou cette difficulté d'articulation entre, on va dire, la société politique, il ne faut pas dire les élus, qui, par exemple, dans le cas de transformation d'autoroutes ou les modifications de structures faibles vont arriver avec un armada législatif déjà très lourd, en tout cas sur Genève, mais aussi sur la France. Et donc, là où il y a une volonté, il y a un chemin, comme disait le grand sage, mais je ne suis pas convaincu aujourd'hui que la société politique est sensible, dans le fond, à moins qu'elle soit poussée par des événements de réchauffement climatique ou de crise sur lesquels on vit. Mais comment vous voyez, vous, le fait qu'on pourrait imaginer des secteurs pilotes mais qui devrait déroger à la législation. Et là, peut-être qu'Ariane, elle va nous répondre, mais on connaît bien aussi les mécanismes et les outils actuels à Genève, très sophistiqués sur les planifications. Et on voit bien que, disons, ces hypothèses aujourd'hui nécessiteraient une modification législative aussi en profondeur. Mais pour qu'elles puissent le faire, il faudrait pouvoir aussi sensibiliser, mais surtout modifier la culture politique ambiante actuellement, notamment en matière d'aménagement du territoire ou de fabrique de la ville. Mais c'est un questionnement qui est éternel, c'est un débat de fond, je vous embête un peu là-dessus, mais il me semble assez essentiel parce que cette question de la gouvernance ou des décideurs aujourd'hui est assez fondamentale. Moi, j'ai fait une expérience avec des promoteurs très, très ouverts pour le quartier des communaux d'Ambilly, mais c'est une exception par rapport aux grands projets actuellement qui se mènent à Genève, dans lequel on voit que la population est angoissée et réagit aussi à cette densification et ce processus de minéralisation. Oui, je pense, Marcelin, que tu as absolument raison. Et peut-être, comme on disait une fois, il faut quand même partir des contradictions dans le système, non? Des contradictions dans le peuple, comme on disait dans le passé. Il y a des contradictions qui sont en train d'émerger fortement, des conflits qui concernent par exemple les projets de densification,
mais quand même une conscience toujours plus étendue. Donc, il y a aussi les électeurs quand même qui commencent à être très, très sensibles à tous ces aspects. Donc, il y a quelque chose dans le système qui commence à basculer. Et je pense que c'est le bon moment aussi pour les élus, pour ceux qui arrivent à avoir, disons, une vision, pas à l'horizon de la nouveau moment électoral, une vision. Et donc, on comprend, je pense tous, et les élus aussi, parce que ce sont aussi des citoyens comme nous, que quelque chose est en train de changer et que le conflit augmente. Et donc, je pense qu'à partir de là, peut-être ce qu'on croyait dans le passé des opérations simples se révèlent des opérations extrêmement difficiles. Et au contraire, peut-être il y a une adhésion aussi du point de la population à des politiques, à des pratiques qui, il y a quelques années, auraient considéré absolument trop poussées. Je pense que, et je dirais aussi que le Covid a été un moment d'accélération de cette conscience. Et le fait que, comme c'est beaucoup souligné, que finalement, ce Covid n'est pas quelque chose qui va passer si rapidement, dans le sens que on sera pendant plusieurs années à l'intérieur d'une condition qui n'est pas celle qu'on a connue dans le passé. Donc, on a quand même un petit peu de temps, je pense, pour faire mûrir aussi des éléments de transformation sociale et spatiale. Donc, c'est peut-être le bon moment, ceci, pour revenir sur ce thème de fond. Je me permets parce qu'on a quelques questions qui ressortent, comme ça on pourra prendre un peu plus de questions. On voit une main levée de Charlotte Jacot, si vous pouvez aussi mettre votre écran. Une petite question en lien avec celle qui a été posée dans le chat. Les stratégies, ce n'est pas des prophéties autoréalisatrices, et ainsi que vous l'avez souligné, il faut beaucoup d'efforts pour qu'elles se réalisent à travers une prise en main de la vision par les politiques, des efforts de gouvernance. Puis il faut aussi des objectifs, parce qu'autrement, on ne sait pas sur quoi on mesure des résultats. Mais alors, est-ce qu'il y a une possibilité, ou est-ce que c'est hacker le système que de se dire que peut-être en partant du projet à petite échelle, c'est une façon de se dire qu'on peut prendre le risque de se tromper, d'expérimenter? Est-ce que dans le cadre de la réflexion conduite, il y a des idées qui ont émergé pour comment on pourrait s'y prendre pour tester quelque chose? J'ai l'impression qu'à Genève, les acteurs des filières construction, architecture, etc., elles sont presque dans les starting blocks et prêtes à répondre à des appels à candidature ou autres. Alors, qui, comment? Est-ce que vous avez abordé ce point de la réflexion? Non, c'est un peu lié à ce qui était dit avant. Moi, je pense que, en fait, non, pour répondre, non, pas concrètement dans le cadre de ces consultations. Maintenant, ici au Luxembourg, on travaille aussi avec des activistes du Transition Movement. Et moi, je pense que bientôt, on n'aura plus besoin des politiques ou des politiciens. Moi, je pense que le changement doit venir d'ailleurs. Extinction Rebellion à Berlin, ils ont bloqué les autoroutes, ils ont les transition hubs qui émergent partout. On va squatter les shopping malls. Je pense qu'il y a du social learning qui apparaît maintenant partout, même dans les crèches. Les enfants qui ont tout à fait un autre rapport à l'environnement. Je pense que cette idée que c'est les élus qui règlent, qui vont implémenter cette nouvelle manière d'aménagement, je pense que la production de l'espace, elle est en train de complètement être bouleversée. Et les acteurs, je pense qu'il faut vraiment rassembler les acteurs. C'est pour ça que ce genre de discussion est important, mais il faudrait encore rassembler beaucoup plus de gens de plusieurs horizons. Je pense que c'est vraiment important parce que les élus, ça réfléchit toujours dans des séquences beaucoup plus courtes. Et après, on dit, ah oui, c'est 2030, c'est 2050. Pour la transition écologique, pour les objectifs, c'est demain. Mais en même temps, ce n'est pas dans les catégories d'un élu, bien évidemment, parce qu'il pense dans d'autres temporalités. Donc, je pense qu'il faut oublier cette idée. Il faut vraiment que ça se passe, comme vous avez dit, à d'autres échelles et par d'autres acteurs.
Est-ce que je me permets de me tourner vers Marion Charpier, qui justement représente des élus du côté France? Eh ben, pour réagir justement, pour rebondir, je pense, je rebondis sur ce que disait Paola Vigano. Nos élus, comme toute la société, ils sont bien conscients là qu'on vit des moments un peu exceptionnels. Et la transition, les transitions, pas seulement écologiques, et transition sociale aussi, résilience économique, ça devient vraiment un fil directeur de leur action et de leurs orientations politiques. Que ce soit au niveau du pôle métropolitain ou du Grand Genève. En tout cas, c'est vraiment au cœur des discussions et des débats. Nous, aujourd'hui, la question, c'est quelles actions on met en place en priorité. Là, à travers la consultation, on a des visions qui se posent, on a des pistes d'action. Maintenant, c'est par quoi on commence concrètement sur les actions. Il y a déjà des choses qui sont en place au sein des territoires. Je pense au travail qui est fait sur les zones d'activité économique, qui sont des espaces où il y a énormément de friches, d'espaces perdus. Comment on réussit à les rendre plus qualitatifs, à mutualiser des espaces, à redonner justement du sol perméable au niveau de ces espaces, qui sont des espaces souvent dégradés. En tout cas, je parle sur la partie française, c'est des espaces qu'on laisse un peu de côté parce qu'il y a une activité économique porteuse. Et en fait, ce sont des espaces qu'il faut qu'on réinvestisse dans toutes leurs dimensions. On doit travailler aussi sur tout ce qui est projet alimentaire territorial, globalement, à l'échelle du Grand Genève certainement, que ce soit sur les fluides logistiques, sur la qualité du sol, comment on peut avoir de la permaculture peut-être sur une partie de notre territoire, comment on peut avoir des espaces agricoles de meilleure qualité, avec des circuits courts et circuits locaux qui se mettent en place. Il y a énormément de choses à faire, on le sait. Je pense que nos élus, ils en sont conscients et ils essayent de développer ces projets. Et puis, on sait aussi que la transition, on ne pourra pas la faire seule. C'est effectivement pas les élus qui vont faire seuls le cadre. C'est vraiment avec les citoyens qu'on peut y arriver, avec les acteurs économiques et avec les associations. Et c'est uniquement en mettant en synergie un peu tout le monde, toutes les personnes qui font ce territoire qu'on pourra y arriver. Donc, on sait qu'on a beaucoup à construire encore, mais je pense que c'est un territoire où justement il y a cette capacité de dialogue transfrontalier et puis de dialogue multipartenarial qui peut donner quelques pistes de réalisation concrète, même s'il y a encore beaucoup de travail, on en est conscient. Merci Marion. Et avant de passer la parole à Ariane qui va conclure un peu du point de vue du contenu, et parce qu'on parle beaucoup de concret, de passer du général au concret, etc., je voudrais poser un petit exercice à nos deux invités. Attention, concentrez-vous. Vous avez 120 secondes, 2 minutes, pour nous dire quel est le projet pilote que vous voudriez envisager sur le Grand Genève par rapport au sol et à la transition écologique. Alors, je commence parce que je le dis très clairement. Une partie de la structure faible qui croise des tissus, par exemple, très intéressant ce que vient d'être dit sur les zones d'activité, ces plateformes qui nécessitent d'être repensées. Là, c'est des lieux où on peut retrouver du sol, mais on peut aussi créer de la mixité, qu'on peut réinterpréter justement au prisme des transformations du travail, et on peut aussi repenser par rapport à une mobilité. Donc, par exemple, un morceau de structure faible qui se trouve à l'intérieur, à côté, qui traverse des zones d'activité, où il y a des infrastructures fortes aussi qui segmentent, qui partagent. Voilà. Le difficile, ces lieux sur lesquels on n'a jamais vraiment beaucoup d'idées, ça pour nous, ce serait un point de départ pour cette structure faible. Alors moi aussi clairement, même s'il y a beaucoup d'endroits absolument magnifiques vraiment qui posent des défis, mais clairement le campus de CERN. C'est-à-dire que c'est hallucinant pour ceux qui ont déjà été sur ce site qui a été grandi sans aucune stratégie urbanistique, sans aucune stratégie spatiale et sans aucune stratégie programmatique. C'est-à-dire que c'est vraiment un rassemblement comme ça d'objets avec des énormes surfaces de parking. Je ne sais pas combien de parkings, je ne me souviens plus, 2000, 3000 parkings, je crois. Et aucune politique, c'est-à-dire de responsabilité locale, parce que les collaborateurs vivent en majorité en France dans des maisons unifamiliales et viennent en voiture pour travailler sur ce campus. Donc, je pense que transformer ce campus
en un vrai voisinage où les gens travaillent là, bien évidemment, mais aussi où ils habitent, où il y a beaucoup d'autres activités, renaturaliser en grande partie ces espaces. Je pense que ça serait un vrai défi. Super, merci Florian. Et je propose donc à Ariane un peu de round-up un peu cette discussion. Merci, très volontiers. Et j'aimerais en fait terminer sur la question des projets pilotes ou de l'expérimentation dans un système. Et je pense que tu l'as vraiment dit de manière extrêmement précise, Paula, il y a une transformation, je dirais, de la compréhension des enjeux dans la société de manière générale qui se passe. Il y a des révoltes, voilà. Et je crois que dans ce mouvement-là, le système, je dirais, de l'administration ou, ou de la politique aussi, a évidemment des marges de manœuvre. Je crois qu'avec des projets et des projets pilotes, on est effectivement capable de poser des jalons et de mettre, quelque part, de faire bouger les fronts et de faire avancer les choses. Et je crois que c'est clairement une manière aussi, vraiment, c'est dans cet espace-là que je crois que dans le système, on arrivera de l'intérieur à faire bouger les choses. Et donc, dans ce sens-là, je suis une personne optimiste, j'aime le projet, j'adore le projet et je crois que c'est cet espace-là qu'on doit investir. Et je sens aussi, on a un tout petit exemple dans la commune de Nez, dans le canton de Genève, donc, où la maire a envie d'un processus d'expérimentation sur son territoire qui va dans le sens vertueux de désasphalter, d'offrir aussi des espaces qui est inaccessible aujourd'hui à la population. Et si je vois l'enthousiasme avec lequel mes collègues des différents offices qui portent des différentes politiques publiques, parce qu'il faut bien mettre en fait tout le monde ensemble. Si on veut ouvrir des asphaltés, on doit d'abord comprendre qu'est-ce qui va se passer avec la voiture stationnée, qu'est-ce qui va se passer avec le bus qui est passé par là. Donc, je vois quand même que dans l'ambiance générale, dans le système, alors peut-être dans la société, finalement tout ça est extrêmement perméable et c'est aussi les mêmes pour partie. Il y a une envie de bouger et je crois que c'est là-dessus qu'on peut et qu'on doit construire. Et les visions élaborées, je dirais, par vos deux projets, par exemple, sont clairement des incitations à trouver ensuite, effectivement, des stratégies, des instruments dans le court terme et puis ensuite pour réussir à changer les choses dans le moyen long terme. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire en conclusion. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Ariane. Merci à tous. De mon côté aussi, je remercie les deux invités qu'on connaît bien sûr depuis longtemps. Je ne parle pas comme si c'était des étrangers, mais on est tous des amis. Enfin, on est tous une communauté qui est en train de se construire autour de ces questions fondamentales qui se rendent de plus en plus actuelles. Et les croisements de nos avis et de nos opinions sont précieuses parce que ça permet aussi justement aux politiques publiques, aux élus et aux instruments de la politique publique qui sont donc les offices d'urbanisme de côté et d'autre de la frontière et certainement aussi les GLCT, des groupements locaux de coopération transfrontalière du Grand Genève qui réunissent les deux à se construire leur propre stratégie qui forcément vont en faire leur miel de tous ces rapports, de toutes ces idées que vous mettez en place et qui probablement vont arriver sans doute avec des hypothèses de projets pilotes, c'est peut-être le terme qu'il faut retenir, et donc flexibles, rapides et probablement avec leur incapacité de multiplication, parce que si ce sont des projets qui ne sont pas fertiles, qui ne sont pas féconds, qui ne peuvent pas féconder la phase suivante, probablement ils ne seront pas utiles pour cette histoire qui nous vient devant nous, c'est-à-dire la question de la transition et de l'horizon fermé, de l'horizon qui se rapproche. Je me pose un peu des questions sur l'histoire du débat. Comment peut-on débattre alors qu'on est dans une logique d'urgence? Il y a donc des contradictions entre le sentiment d'urgence et le besoin de débattre, donc de positionner une stratégie. Notre société n'est pas habituée à des horizons fermés, comme c'est aujourd'hui le cas. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme, pour le coup. Et donc, on est dans un bateau qui coule, il faut s'organiser, un peu de certaine manière. Peter Sloterdijk, le dernier livre de Bruno Latour qui vient de sortir, que je vous suggère fortement à lire, qui est sorti la semaine dernière sur le « Où suis-je » et qui se pose des questions de manière assez radicale, encore une fois, le terme revient. Tout ça, ça nous permet de dire que cette discussion, ce débat qu'on fait ici n'est pas qu'un débat, il devrait être une sorte de vecteur d'action, vectoriser l'action vers quelque chose. Mais bien sûr, ce sont nos dirigeants qui pourront probablement mieux
les réaliser pour l'instant, même s'il y a des options, comme l'a dit tout à l'heure Florian, hors cadre, parce qu'effectivement, le hors cadre va devenir bientôt dans le cadre. Et ça a été toujours, comme vous le savez, tous ceux qui sont là, qui sont un petit peu intéressés, les cas de toutes les révolutions. En fait, c'est le marginaux qui vient au centre. Pour conclure, encore une fois, je vous remercie. Bonsoir à tous et à très bientôt. Au revoir.